Bienvenue à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Bonne année chinoise à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui, en particulier à nos amis chinois. C'est votre hôte, Danny iPhone. Nous avons une émission passionnante pour vous aujourd'hui, et nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, parlons de la façon dont Vladimir Poutine envoie des messages à Donald Trump. On pourrait appeler cela des avertissements voilés sur ce qui attend l'Ukraine. Il a déclaré aux médias que l'Ukraine n'avait plus qu'environ 1 mois et demi à 2 mois devant elle si le robinet de l'aide militaire occidentale était coupé. Il a aussi indiqué de manière indirecte à Donald Trump que Volodymyr Zelensky ne ferait partie d'aucune négociation à laquelle la Russie prendrait part. Alors que cela semble être un élément clé du soi-disant plan de paix de Donald Trump récemment divulgué aux médias occidentaux. Pour discuter de tout cela et bien plus encore ce soir, nous recevons un ami de l'émission, ancien inspecteur en armement de l'ONU, officier du renseignement du corps des marines des États-Unis, journaliste, auteur, Scott Ritter. Scott, merci beaucoup d'être de retour ce soir. Merci de m'accueillir. Tu viens justement d'écrire sur ce plan de paix. Nous savons que Donald Trump et son équipe n'ont pas pris contact avec le gouvernement russe, selon les déclarations officielles de la Russie. Mais ce plan de paix a fuité dans les médias, Scott, et Vladimir Poutine a déjà dit qu'il ne parlerait pas avec Volodymyr Zelensky, alors que cela semble être un élément clé de ce plan. Peux-tu expliquer pourquoi, selon toi, ce plan est voué à l'échec dès le départ? Eh bien, tout d'abord, nous avons déjà discuté de cette idée absurde, selon laquelle Donald Trump croit avoir une quelconque influence sur Vladimir Poutine. Je ne sais pas quel rôle Trump pense jouer ici. Il a tenté de se distancer du conflit russo-ukrainien en affirmant que s'il avait été président en 2020, s'il avait remporté l'élection et dirigé en 2021, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Il ne l'aurait pas laissé se produire. Et Vladimir Poutine, dans une tentative de flatter l'ego de Donald Trump, a laissé entendre la même chose, sauf que ce n'est pas la réalité. Soyons honnêtes, c'est la guerre de Donald Trump. Le déplacement des troupes russes au printemps 2021 était une conséquence des politiques mises en place par les États-Unis concernant l'Ukraine sous la présidence de Donald Trump. N'oublions jamais que c'est sous Donald Trump, en 2017, que l'armée américaine a commencé à entraîner des bataillons ukrainiens dans l'ouest du pays, à raison d'un bataillon tous les 55 jours, dans le but d'aller combattre les Russes et de libérer le Donbass. C'était la mission des forces américaines. Sous Donald Trump, des centaines de millions de dollars de missiles Javelin, de missiles Stinger et d'autres équipements militaires ont été fournis à l'Ukraine. Sous Donald Trump, la Russie a été soumise à des sanctions économiques sévères en réponse à la prise de pouvoir par des nazis bandéristes d'extrême droite en février 2014. Et à leur tentative d'éradiquer les populations russophones de Crimée et du Donbass. Sous Donald Trump, la supercherie des accords de Minsk a perduré. Trump savait qu'Angela Merkel, François Hollande et plus tard Emmanuel Macron n'avaient aucune intention sérieuse de mettre en œuvre Minsk. Il savait que c'était une honte, un stratagème pour gagner du temps afin que lui, Donald Trump, puisse entraîner l'armée ukrainienne à combattre la Russie. Donald Trump vit dans un monde imaginaire. Les Russes savent parfaitement ce qu'il a fait. Ils connaissent son rôle et savent qu'on ne peut pas lui faire confiance. Mais ils savent aussi autre chose. La Russie a gagné cette guerre et la gagnera que fassent les États-Unis, l'Europe ou l'OTAN. Rien de ce que les États-Unis, l'Europe ou l'OTAN entreprendront ne pourra changer l'issue du conflit. Même une intervention militaire directe. L'OTAN est incapable de projeter une force militaire significative en Ukraine. Alors, qu'est-ce que Donald Trump pense pouvoir accomplir? Il pourrait saisir une opportunité politique en se concentrant sur un résultat stratégique. Établir une stabilité en Europe post-conflit en travaillant sur un cadre de sécurité européenne acceptable à la fois pour la Russie et l'OTAN. C'est quelque chose que les Russes étaient prêts à négocier en décembre 2021. Mais Trump ne se concentre pas là-dessus. Il pense qu'il va arriver et imposer ses conditions pour la raison
résolution du conflit. Ce plan qui circule n'est même pas un véritable plan. Ce sont les divagations d'un seul individu, un certain Keith Kellogg, qui, au printemps dernier, a publié un document délirant, truffé de distorsions, de preuves fabriquées et de mensonges purs et simples sur le conflit russo-ukrainien, totalement déconnecté de la réalité de la Russie. Et c'est de là que viennent toutes les absurdités du soi-disant plan des 100 jours. Rien de tout cela ne repose sur des faits, et la Russie rejettera tout en bloc. Puis, voyant qu'il ne détient pas la meilleure main, Trump fait la chose la plus absurde possible. Il menace Vladimir Poutine. Dans un post sur Truth Social, il a déclaré que nous pouvons le faire de la manière facile ou de la manière difficile. La manière facile, bien sûr, étant l'équivalent d'une capitulation russe. Et pour bien montrer l'ignorance totale de Keith Kellogg et de ceux qui rédigent ce plan, il propose que cet accord, qui est en réalité une reddition déguisée de la Russie, soit finalisé le 9 mai, jour de la victoire. Le plus grand jour férié en Russie. La fête la plus sacrée en Russie, la plus solennelle. Et cette année, encore plus symbolique puisqu'elle marque le 80e anniversaire de la fin de la défaite des nazis par les Alliés. Une défaite obtenue grâce au fait que l'Union soviétique a été responsable de la destruction de 60 à 70% de la machine militaire nazie. Cette guerre a été gagnée par l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique qui a libéré Berlin. Et oui, pour tous ceux qui l'auraient oublié, Auschwitz a été libéré par l'Union soviétique. Tu sais, il y a eu la journée de commémoration de l'Holocauste l'autre jour. Et encore une fois, ils ont tout simplement ignoré le rôle joué par l'Union soviétique dans la libération d'Auschwitz. Et encore une fois, dans la défaite de l'Allemagne nazie. Mais cela montre à quel point ils sont absurdes. Mais le cœur de tout cela, l'essentiel de tout cela, c'est que nous pouvons le faire de la manière facile ou de la manière difficile. Trump a dit que la manière facile, c'est que la Russie se rende. La manière difficile, bien sûr, c'est que les États-Unis sanctionnent la Russie, imposent des tarifs douaniers à la Russie en se concentrant sur la production énergétique russe et les grandes compagnies pétrolières. Puis Keith Kellogg est intervenu, soulignant une fois de plus à quel point il est ignorant de toute dynamique entre les États-Unis et la Russie ou de la manière dont la Russie interagit avec le reste du monde. Il a déclaré « Nous allons faire baisser le prix du pétrole à 45 $ le baril et cela fera perdre des milliards de dollars aux Russes. Ils ne pourront pas se permettre cette guerre et ils capituleront. » Et les Russes ont regardé cela et ont répondu « Vous ne comprenez pas. Cette guerre ne concerne pas le pétrole. Peu importe ce que vous faites avec le prix du pétrole, cela ne changera rien. Nous avons nos objectifs stratégiques qui sont liés à la sécurité nationale de la Russie, etc. » Mais revenons à ces 45 $ le baril. Pourquoi a-t-il dit cela? Il l'a fait, je suppose, en faisant une recherche Google et en demandant quel est le seuil de rentabilité du pétrole russe. Et la réponse de Google est d'environ 41 à 44 $ le baril. Alors il a sorti 45 $. Je ne sais pas pourquoi il a choisi 45 $, mais c'est le chiffre qu'il a avancé. Mais le problème avec ce seuil de rentabilité, c'est qu'il y a deux aspects à considérer pour les Russes. Ils doivent vendre le pétrole autour de 70-71 $ le baril pour équilibrer leur budget. Parce que le budget russe, contrairement à celui des États-Unis, ne fonctionne pas avec un déficit. Ils cherchent à l'équilibrer chaque année et le font principalement grâce aux ventes de pétrole. Mais ça, c'est pour équilibrer le budget. Le prix que la Russie paye pour extraire le pétrole du sol est le seuil de rentabilité d'extraction. Et il est en moyenne autour de 41 $ le baril. Donc je suppose que Kellogg dit « Nous allons faire s'effondrer le marché pétrolier pour que les Russes ne puissent plus se permettre d'extraire du pétrole. » Sauf que ce chiffre de 41 $ est une moyenne qui inclut les extractions très coûteuses dans le nord, les régions polaires où il faut le sortir du sol gelé, le charger sur des navires brise-glace et l'acheminer vers le marché. C'est cher. Mais une autre partie de cette moyenne concerne l'extraction très bon marché, qui se fait dans l'Oural et d'autres régions continentales, où une part significative du pétrole russe est produite.
Et ce pétrole-là sort du sol à un coût compris entre 12 et 20 dollars le baril. Donc, les Russes pourront continuer à extraire du pétrole indéfiniment. Est-ce qu'ils équilibreront leur budget? Non. Mais les Russes peuvent fonctionner 2 ans sans équilibrer leur budget. Cela signifie simplement qu'ils entrent en déficit, comme nous le faisons avec nos 37 000 milliards de dollars de dette. Sauf que la Russie n'a pas de dette. Mais bon. Maintenant, comment atteindre les 45 dollars? Keith, quel est ton plan? Eh bien, Donald Trump dit, nous allons voir les Saoudiens. Nous allons leur demander de nous aider à faire baisser le prix. Ce qui signifie que les Saoudiens devront commencer à surproduire encore plus qu'ils ne le font déjà. Le seuil de rentabilité budgétaire de l'Arabie saoudite est d'environ 85 dollars le baril. Ils perdent déjà de l'argent en ce moment. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt de le baisser davantage. Mais l'Arabie saoudite a d'importantes réserves économiques. Ils peuvent vivre grâce à leurs fonds, etc. Mais le seuil d'extraction pour l'Arabie saoudite, c'est-à-dire ce que cela leur coûte pour produire un baril de pétrole, est d'environ 10 dollars. Donc oui, vous pouvez faire tomber le prix à 45 dollars. Et l'Arabie saoudite pourra pomper du pétrole toute la journée parce qu'ils ne perdront pas d'argent à le produire. Ils ne feront simplement pas d'excédent budgétaire. Donc, les Saoudiens baissent le prix à 45 dollars. Cela les met en difficulté, cela met les Russes en difficulté, mais les deux pourront continuer à produire du pétrole, ce qui est le point clé. Cela ne les empêche pas de pomper du pétrole. Maintenant, parlons des États-Unis. Keith Kellogg a oublié de prendre en compte la chose suivante, le bassin permien, au Texas occidental. Si vous avez regardé Landman, une excellente série avec Billy Bob Thornton, elle parle du secteur pétrolier et des difficultés qui s'y trouvent. Le bassin permien possède 2 types de puits. Il y a les anciens puits établis qui extraient régulièrement du pétrole à moindre coût. Cela coûte environ 33 dollars le baril pour extraire ce pétrole. Mais tous les nouveaux puits forés aux États-Unis depuis 2020 sont dans le bassin permien. Tous les nouveaux forages, toute notre nouvelle production de pétrole. Et le seuil de rentabilité pour ces nouveaux puits est d'environ 66 dollars le baril. Donc, si vous faites chuter le pétrole à 45 dollars le baril et que vous voulez jouer le long terme pour écraser l'économie russe, cela signifie que vous maintiendrez ce prix sur une longue période, des mois, voire des années. Et que va-t-il se passer? La production pétrolière des États-Unis chutera d'1 tiers. Parce que toutes les petites compagnies indépendantes, les wildcatters, qui ont investi des centaines de millions de dollars en pensant que le gouvernement américain garantirait un prix stable de 68 dollars le baril, feront faillite du jour au lendemain. Boum! Terminé. Faites descendre le pétrole en dessous de 50 dollars et les nouveaux forages dans le bassin permien s'effondreront. Et 1 tiers de la production pétrolière américaine disparaîtra. Ces entreprises feront faillite. Et si le Texas occidental fait faillite, les États-Unis font faillite. C'est un problème. Keith Kellogg a-t-il réfléchi à cela en sortant ce chiffre? Le pseudo-secrétaire au Trésor désigné qui parlait de faire s'effondrer le pétrole, y a-t-il pensé? Donald Trump y a-t-il pensé? La vérité, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils essayent de jouer au dur, mais ils n'ont pas les données. Ils se contentent de bomber le torse et de débiter des absurdités. Et voilà la réalité. La manière difficile se retournera contre les États-Unis, tout comme les sanctions contre l'économie russe en 2021-2022 ont ruiné l'économie européenne. La manière difficile de Trump finira par détruire l'économie américaine. Eh bien, je suis ravi que tu aies mentionné cette campagne de pression maximale que Donald Trump et son administration proposent. Je ne sais pas si tu as vu, mais Marco Rubio a parlé avec le haut représentant de l'Union européenne, le principal diplomate, et a réitéré que les États-Unis, l'administration de Donald Trump, soutiennent les sanctions contre la Russie en les augmentant pour forcer la Russie à négocier. Maintenant, Vladimir Poutine, la Russie, a déjà averti que cela ne fonctionnerait pas, qu'il n'y prêtait même pas attention.
Mais en même temps, Scott, ma question pour toi est-ce déjà une indication que l'administration Trump n'est pas sérieuse concernant les négociations, ou le vois-tu autrement? Je pense que l'administration Trump et le président lui-même se rendent compte que les formulations simplistes de Keith Kellogg ne fonctionneront pas. Tu sais, il y a eu des discussions sur un appel téléphonique entre Trump et Poutine, mais cet appel n'a pas encore eu lieu. Les gens demandent pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Trump a une seule chance ici, une seule chance de prouver à Vladimir Poutine qu'il peut être un médiateur pour mettre fin au conflit. Mais cela ne peut arriver que si les conditions de la Russie sont remplies. Lorsque la Russie a initié ce conflit, elle a énoncé des objectifs et des buts fondamentaux. Premièrement, l'Ukraine ne sera jamais, 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 je crois que c'est une chanson de Taylor Swift, I'll never, ever, 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 ever. Mais l'Ukraine ne sera jamais, jamais, jamais membre de l'OTAN. Pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, pas dans 50 ans. Jamais. 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 Deuxièmement, l'Ukraine sera démilitarisée. Le plan de Kellogg prévoit que l'armée ukrainienne reste intacte, qu'elle soit rééquipée, renforcée, reconstruite par l'Occident. Dans quel but? Pour redevenir ce bras armé que Donald Trump a essayé de développer lors de son premier mandat? Non. Les Russes disent non. L'armée ukrainienne doit être réduite à zéro. Ensuite, nous déciderons de son niveau. Probablement pas plus de 50 000 hommes pour sécuriser les frontières. C'est tout ce dont l'Ukraine a besoin. Démilitarisation totale. Tout l'équipement de l'OTAN sera soit détruit, soit capturé par la Russie, soit retourné à l'OTAN. Aucun ne restera en Ukraine. Et cela est non négociable. Je ne sais pas pourquoi Trump ne comprend pas cela. Pourquoi penses-tu que cette guerre a lieu? Et le dernier point est la dénazification. Encore une fois, certains disent que c'est juste une déclaration, mais c'est réel. L'idéologie bandériste doit être éradiquée, car c'est un cancer. Elle ne cesse de se métastaser, de réapparaître. Elle doit être éliminée, la tumeur détruite, etc. Cela ne peut être réalisé qu'en renversant le gouvernement actuel ukrainien et en le remplaçant par un gouvernement plus conforme aux intérêts de la Russie. Il y aura un changement dans la constitution ukrainienne et dans la composition du gouvernement. Les personnes qui occupent actuellement le gouvernement ukrainien ne feront pas partie du futur de l'Ukraine. C'est cela, la dénazification. Qu'est-ce que Trump ne comprend pas là-dedans? Ce sont les réalités que l'administration Trump ne saisit pas. Et il commence à comprendre que Poutine est sérieux. Je veux dire, Poutine envoie signal après signal après signal. Très récemment, il n'a pas dit que Zelensky ne pouvait pas être à la table des négociations. En fait, il a dit, si Zelensky veut être à la table, c'est OK. Je peux identifier des personnes qui pourraient être à une table où Zelensky est assis. Zelensky ne signera pas le document parce que Zelensky n'est pas le président de l'Ukraine. Il n'a aucune légitimité selon la constitution ukrainienne. Ce sera le président de la Rada, le Parlement, qui interviendra et signera. Mais Zelensky ne signera pas. Et non seulement il ne signera pas, mais il ne fera pas partie de l'Ukraine d'après-guerre. Et cela est non négociable. Ce n'est pas une option. Et si les États-Unis veulent jouer à ce jeu, la seule réponse de la Russie sera « Merci, mais non merci, bonne journée ». Et ils continueront d'avancer sur le front. Nous avons atteint un point où l'équilibre des forces bascule et l'Ukraine s'effondre. Même le chef des services de renseignement ukrainien, qui il y a quelques mois disait « La Russie perd la guerre, nous gagnons, nous sommes en train de leur donner une leçon », vient de déclarer « C'est fini, c'est terminé, c'est en train de s'écrouler sous nos yeux, il ne reste plus rien ». Et c'est la réalité. La Russie va continuer à avancer jusqu'à obtenir exactement ce qu'elle veut. Maintenant, pour tous ceux qui ont mis un petit drapeau ukrainien sur leur profil sur les réseaux sociaux et qui disent « Regardez-moi, je suis une bonne personne parce que je soutiens l'Ukraine », comprenez ceci. Si vous continuez à demander l'envoi d'équipements militaires à l'Ukraine, vous condamnez des centaines de milliers d'Ukrainiens à la mort. Comment cela fonctionne-t-il? Actuellement, il y a un équilibre sur le champ de bataille. Mais cet équilibre n'est pas en faveur de l'Ukraine. Nous parlons d'une guerre d'attrition où la Russie a imposé les règles du conflit à l'Ukraine.
en s'appuyant sur les réalités militaires. Normalement, lorsqu'on lance une offensive contre une position défensive, il faut un ratio minimum de 3 contre 1 en termes de pertes, car attaquer une position fortifiée coûte très cher en hommes. Mais les Russes n'ont jamais eu besoin de cela. Dès le début de la guerre, ils attaquaient avec un ratio de 1 contre 2, voire 1 contre 3 en leur défaveur. Mais le ratio de perte a toujours été largement en faveur des Russes. Et aujourd'hui, ce ratio est passé de 3 contre 1 à 5 contre 1, puis 7 contre 1, puis 10 contre 1. Certains journalistes russes parlent même d'un ratio de 20 contre 1 dans certaines batailles. Les Ukrainiens n'ont tout simplement aucune chance. Les Russes arrivent avec une puissance de feu supérieure, un contrôle total de la zone tactique, et ils arrivent, encerclent les Ukrainiens et les font exploser dans leurs bunkers, forçant les fous à se rendre ou à mourir. Et le ratio de perte est de 20 contre 1. Il y a des jours où les Russes ne perdent pas un seul homme dans certaines de ces grandes batailles. C'est à quel point ils contrôlent la situation. Maintenant, je sais que vous avez dit un contradicteur effaré. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on nous dit, mais il commence à dire la vérité. Maintenant, la BBC a fait un revirement à 180 degrés et a avancé des chiffres plus proches de la vérité que ce que quiconque en Occident était prêt à reconnaître. Il parle de 95 à 98 000 Russes morts. Ce sont les morts du ministère de la Défense. C'est probablement un chiffre exact. Mais à cela, il faut ajouter Wagner, les forces volontaires, la milice populaire du Donetsk, la milice populaire de Luhansk, etc. En additionnant tous ces chiffres depuis le début de la guerre, on atteint probablement environ 140 à 150 000 Russes morts. C'est énorme. Rappelez-vous, il nous a fallu 10 ans au Vietnam pour perdre 58 000 morts. Cela montre l'intensité de la guerre. L'Ukraine a perdu plus d'1 million de morts, 1 100 000. Et ce chiffre continue d'augmenter. C'est le vrai chiffre, et personne ne veut le reconnaître. Mais c'est réel. Vous ne pouvez pas le nier. Et la BBC commence à dire oui, c'est la vérité. Rappelez-vous, nous parlons de morts. Cela signifie maintenant les blessés. Le ratio des Russes est probablement de 3 pour 1. Donc disons 400 à 450 000 Russes blessés, ce qui donne environ 5 à 600 000 pertes russes au total. Pour les Ukrainiens, ce ne sera pas un ratio de 3 pour 1. L'une des raisons pour lesquelles ce chiffre d'1,1 million est si élevé, c'est que les Ukrainiens sont mauvais pour évacuer leurs blessés du champ de bataille. Ils abandonnent leurs morts. Ils sont là-bas, enterrés. Il faudra des années pour les retrouver, une fois que ce conflit sera terminé. Donc vous avez probablement encore 1,5 million de pertes ukrainiennes, ce qui nous donne environ 2,5 millions de pertes ukrainiennes dans ce conflit. C'est la réalité. Ce sont les vrais chiffres. C'est pourquoi l'Ukraine n'a plus de main-d'œuvre. Il ne reste plus rien. Rien du tout. Et si vous mobilisez des jeunes de 18 ans, ils ne recevront aucune formation avant d'être envoyés au combat. Mais maintenant, la Russie a ce champ de bataille où l'équilibre est tel qu'il est, figé. Il existe un système en place maintenant. Les Russes et les Ukrainiens s'affrontent et se détruisent mutuellement à un rythme où les Ukrainiens sont détruits bien plus rapidement que les Russes. Ensuite, les Ukrainiens se retirent, se réorganisent et recommencent. Cela fonctionne tant que le rapport de force est à peu près équilibré. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les Russes accumulent une capacité de combat qui n'est pas réduite, alors que les Ukrainiens s'épuisent. Et maintenant, cette dernière phase de la bataille est encore plus intense. L'avantage est clairement du côté des Russes. Cela signifie que la phase finale de la guerre, la phase d'effondrement, sera extrêmement sanglante pour les Ukrainiens. Extrêmement sanglante. Parce que les Russes vont obtenir un contrôle total. Lisez les récits de l'effondrement du groupe d'armées centre pendant l'opération Bagration à l'été 1944. Regardez à quelle vitesse les pertes allemandes ont explosé. Les Allemands tenaient leur ligne de front avec artillerie, blindés et tout, et les pertes étaient faibles. Mais lorsque les Soviétiques ont percé, les Allemands ont commencé à battre en retraite et ils ont été poursuivis, encerclés et anéantis. Leurs pertes ont grimpé en flèche. C'est ce qui va arriver aux Ukrainiens.
leurs pertes vont exploser. Ce sera également terrible pour les Russes. Je rappelle toujours aux gens que le mois le plus meurtrier pour les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe n'était pas le jour J, en juin, lors de l'invasion de la Normandie, une bataille très sanglante. Ce n'était pas non plus décembre 1944, la bataille des Ardennes, où l'Allemagne a lancé une grande contre-attaque. Non, c'était avril 1945, le dernier mois complet du conflit, lorsque les Allemands étaient vaincus. C'est à ce moment-là que nous avons subi le plus de pertes. Pourquoi? Parce que même dans leur état de défaite totale, les Allemands se battaient comme des chiens acculés. Ils étaient pris au piège. Ils n'avaient nulle part où fuir. Ils se battaient jusqu'à la mort et transformaient chaque village, chaque forêt, chaque position en un Alamo. Et c'est ce qui va arriver aux Ukrainiens lorsqu'ils s'effondreront. Ces troupes vont s'accrocher une dernière fois, se retrancher, combattre jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que les Russes ne se rendent pas. Et au final, les Ukrainiens sont des Russes. Ils ont la même mentalité. Ils ne se rendent pas, ils vont se battre jusqu'à la mort. Nous parlons ici des derniers soubresauts de ce conflit qui seront d'une violence inimaginable, avec des pertes horrifiques. Et quiconque prétend se soucier de la vie humaine devrait vouloir que cette guerre se termine immédiatement. Mais cette guerre ne prendra fin que si l'on reconnaît la réalité, la Russie a gagné. Et c'est quelque chose que Donald Trump jusqu'à présent n'a pas encore reconnu.